Donc je remercie, je réitère mes remerciements à l'Université de Tlemcen pour son accueil, toujours généreux. Je remercie l'équipe de l'Université de Tlemcen, donc le département de français à sa tête, M. Ben Mansour, donc pour la co-organisation de cette journée d'études avec le laboratoire d'Ilan Dimed, et je remercie particulièrement Zakaria Ali Benshrif, mon ami et collègue, pour avoir pensé à organiser cette journée d'études dédiée aux étudiants de master. Merci aussi à mon ami Karim Mouras pour aussi sa contribution à cette journée d'études, et merci à nos collègues du département de français et aux étudiants de master présents ici à la veille des vacances. C'était pas gagné d'avance, hein, mais là, comme vient de le dire le doyen, la salle est remplie, il n'y a certainement que des étudiants motivés et intéressés, donc on est très content de vous voir ici nombreux et intéressés par ce que nous allons vous présenter. Donc on avait discuté un petit peu avec Zakaria de ce qu'on va vous proposer donc, comme contenu lors de cette journée, de cet atelier méthodologique pour des étudiants de master. Et on s'était dit aussi que vous aviez beaucoup de matières de méthodologie avec des contenus parfois différents. Et je vois que, par exemple, les étudiants à l'université de Mostaganem ont parfois du mal à concevoir un mémoire de fin d'études. Donc l'idée pour moi, c'était de vous proposer une vue d'ensemble sur le mémoire de fin d'études, c'est-à-dire la structure d'un mémoire de fin d'études. De quoi se compose un mémoire de fin d'études? Comment élaborer un mémoire de fin d'études? Je ne dirais pas que je vais vous proposer un modèle, mais une sorte de canevas, si vous voulez, après que vous pouvez changer, un canevas que vous pouvez modifier, que vous pouvez adapter en fonction de votre recherche, en fonction de votre sujet, et aussi en fonction de ce que vous projetez de faire avec votre encadrant ou avec votre encadrante, d'accord? Donc ce n'est pas un modèle figé, ce n'est pas un modèle qu'il faut suivre à la lettre. D'ailleurs, on évite les injonctions dans nos travaux et dans nos orientations pour les étudiants. Donc c'est un canevas, une sorte de canevas que vous pouvez modeler, reprendre, changer, modifier à volonté en fonction de votre travail, de votre sujet. Alors, c'est quoi un mémoire de fin d'études? Je vais vous donner quelques éléments de définition, mais ensuite je vous montre le canevas que je vous propose pour aujourd'hui. Alors, un mémoire de fin d'études, c'est une expérience de recherche, d'accord? Pour un étudiant de master, c'est la première expérience de recherche, je pense, parce que très souvent en licence, on n'incite pas trop les étudiants à faire de la recherche. Parfois, on leur demande de faire des exposés, mais un exposé, pour la plupart, ils vont sur Internet, donc ils copient-collent souvent ce qu'il y a sur Internet. On ne demande pas assez, et on fait notre mea culpa, nous aussi, en tant qu'enseignants, on ne demande pas assez aux étudiants de rédiger, d'écrire, de faire des rédactions, même tout au long de l'année. Et on leur demande de faire des exposés. Parfois, on leur donne une semaine pour faire un exposé, et les étudiants n'ont d'autre choix que de faire du copier-coller rapidement pour faire l'exposé, pour avoir une note, etc. Donc, il y a aussi un travail de rédaction qui doit être fait par les étudiants, qui doit être incité aussi par les enseignants. Donc, je disais que le mémoire de fin d'études, c'est peut-être pour la plupart des étudiants la première expérience de recherche. Donc, la première expérience de réflexion, de conception, et puis de rédaction, de réalisation du mémoire de fin d'études. Alors, c'est une expérience scientifique, et l'expérience scientifique, c'est une expérience qui contredit l'expérience commune, c'est-à-dire l'expérience partagée, les connaissances partagées par tout le monde. Donc, c'est une première réflexion critique, c'est un premier regard intelligent que vous allez porter sur un phénomène donné, sur un sujet déterminé. Donc c'est la première fois peut-être que vous allez porter donc ce regard scientifique, ce regard critique, ce regard analytique sur un sujet dont vous allez commencer à devenir le spécialiste, pour, comme l'a dit Dr Mansour tout à l'heure, pour en devenir
peut être le spécialiste en doctorat. C'est vraiment donc une expérience scientifique qui est le contraire de l'expérience commune. Alors, qu'est-ce qu'un mémoire de fin d'études? Quel est l'intérêt d'un mémoire de fin d'études? À qui il est destiné, un mémoire de fin d'études? Et quels en sont les objectifs? Donc, quels sont les objectifs d'un mémoire de fin d'études? Il est important de prendre conscience de l'importance d'un mémoire de fin d'études. D'accord? Il est important de prendre conscience de l'intérêt scientifique d'un mémoire de fin d'études. C'est quelque chose... Oui. Désolé pour vous interrompre. Allez-y. C'est la première fois que monsieur le recteur vient nous Ah, voir dans le département de français. Donc, on lui demande de venir dire un mot, s'il vous plaît, monsieur le recteur. D'accord. Bienvenue à monsieur le recteur. Et donc, voilà. Donc, c'est des éléments qui sont importants à connaître parce que souvent, on ne donne pas trop d'importance à un mémoire de fin d'études. Et parfois, une collègue vient de me le dire récemment, on lui a demandé même de ne pas citer des mémoires de fin d'études dans un article scientifique. Donc, il est important aussi de prendre conscience de l'intérêt d'un mémoire. Alors, c'est une étape clé dans la carrière ou dans le cursus de l'étudiant. Il est en relation avec une spécialité à l'intérieur d'une discipline et un mémoire de fin d'études, il valide le cursus universitaire de l'étudiant. Le mémoire, donc, comme vous le savez, fait l'objet d'une soutenance publique devant un jury composé d'enseignants et parfois de professionnels qui sont invités. Le mémoire, et ça c'est très important, il est destiné à une communauté scientifique. Une communauté scientifique, c'est-à-dire à des étudiants qui vont préparer eux aussi des mémoires, mais à des chercheurs confirmés qui peuvent s'appuyer aussi sur votre mémoire de fin d'études pour faire leurs travaux, pour alimenter leurs travaux, pour appuyer leurs recherches. Donc votre mémoire de fin d'études, s'il est bien mené, s'il est bien fait, peut constituer une source de documentation, une ressource documentaire et peut-être même une référence s'il est bien mené, correctement mené, s'il est original surtout. Alors il constitue donc une ressource documentaire pour la communauté scientifique. L'étudiant, il est évalué sur ses capacités à définir un objet, un projet de recherche en mobilisant des compétences linguistiques, donc votre capacité à utiliser la langue correctement, des compétences rédactionnelles que vous allez mettre en pratique et les connaissances théoriques et méthodologiques acquises tout au long de votre cursus universitaire. Donc tout au long de votre cursus, vous avez eu des matières de méthodologie, des matières de spécialité aussi que vous allez mobiliser dans ce mémoire de fin d'études. L'objectif, c'est d'initier l'étudiant à la recherche en faisant de lui ou d'elle un producteur ou une productrice de savoir, et on va faire de cet étudiant aussi un étudiant qui est capable de travailler en autonomie. Alors il doit démontrer ses aptitudes à poser un problème, à problématiser le problème ou le sujet, à le questionner, à poser des questions, ce qu'on appelle les questions de recherche autour d'un sujet, et à apporter éventuellement des réponses ou des éléments de réponse à cette question, et aussi à adopter et adapter les cadres conceptuels, théoriques et méthodologiques pour mener à bien cette étude. Alors l'étudiant, il est amené à approfondir ses connaissances sur un sujet qui doit être clair, précis, pertinent et actuel surtout. Et c'est ça qui peut être, c'est ça l'avantage aussi d'un mémoire de fin d'études, c'est que vous pouvez traiter d'un sujet d'actualité, avant même que des articles ne soient publiés sur un sujet, avant même que des thèses de doctorat ne soient publiées sur un sujet ou que des ouvrages soient publiés sur un sujet. Il y a un événement, il y a une actualité et vous pouvez travailler déjà, et votre travail peut constituer une première source sur laquelle on peut s'appuyer pour mener d'autres recherches. Alors, le mémoire de fin d'études, il vise à répondre à une problématique par le biais d'une argumentation qui doit valider les questions de recherche formulées autour du sujet. Il doit comporter une analyse approfondie, rigoureuse, c'est-à-dire scientifique, des résultats et une appréciation critique du sujet abordé. Alors, là, je vais parler globalement des finalités d'un mémoire de fin d'études et de ce qu'on doit retrouver dans un mémoire de fin d'études. Maintenant, pour ce qui est du sujet de mon intervention, la structure du mémoire de fin d'études, alors il y a d'abord chez les étudiants un souci de visualisation. Ils ne savent pas par quoi commencer, qu'est-ce qu'ils doivent mettre de façon très prosaïque dans un mémoire de fin d'études. Donc, comment l'organiser, ce mémoire?
en combien de parties, en combien de chapitres. D'accord? C'est un souci aussi de projection, il y a la dimension psychologique, parfois c'est un blocage aussi. C'est comme l'écrivain qui est devant la page blanche ou l'angoisse de la page blanche aussi, vous avez peut-être parfois du mal à vous projeter, à projeter votre travail de recherche, et ça s'accompagne d'un souci aussi de planification et d'organisation du travail. Donc un souci de concrétisation aussi de ce mémoire. Alors, la structure, c'est quoi? C'est la manière dont les parties sont agencées. Donc, vous avez vu plusieurs parties, vous avez abordé plusieurs parties méthodologiques dans votre parcours, mais comment les agencer, dans quel ordre? C'est ça la question qui peut se poser pour vous. Alors, ce que je vous propose, c'est un sommaire, une introduction, un chapitre théorique, un chapitre ou 2 chapitres pratiques, la conclusion, la bibliographie et les annexes. Alors très souvent, maintenant, avec tous les problèmes liés au risque de plagiat, à l'intelligence artificielle qui s'est invitée aussi dans ce qui était déjà compliqué pour faire un mémoire, alors là, on a décidé, par exemple, à l'université de Mostaganem, de réduire le nombre de pages du mémoire à 45 pages, à une quarantaine de pages, pour y mettre l'essentiel et pour éviter aux étudiants de tomber dans le piège du plagiat. Donc quand je parle du plagiat, c'est du copier-coller, mais c'est aussi le recours à l'intelligence artificielle. Donc ça, il faut le dire aussi. Alors le sommaire, c'est peut-être, donc après les remerciements, après la dédicace, il y a le sommaire. Le sommaire, c'est le plan structuré du contenu du mémoire. C'est-à-dire c'est le plan où il y a le contenu du mémoire. Alors dans un sommaire, on doit retrouver les principaux titres, les points de chaque chapitre. Alors il doit comporter des titres courts, des titres clairs, compréhensible, intelligible. Il résume le contenu du mémoire, chapitre théorique et chapitre pratique. Et il doit résumer donc le contenu des 2 chapitres avec des énoncés dont le but est d'informer le lecteur du contenu et d'attirer aussi son attention. C'est pour ça qu'il faut aussi personnaliser les titres et faire en sorte que les titres soit créatif, attractif, etc. Donc, il ne s'agit pas de mettre par exemple l'arabe algérien, mais de personnaliser, de l'énoncer de manière à attirer le lecteur et l'évaluateur. Alors pour ce qui est de la deuxième partie, donc c'est l'introduction. Alors les parties d'un mémoire de fin d'études, donc l'introduction. Alors on a l'annonce du thème, le sujet qui est précisé, on a les objectifs du mémoire, quels sont vos objectifs. Nous avons les motivations personnelles et les motivations scientifiques, ou on les appelle aussi les motivations disciplinaires. Il y a les questions de recherche qui doivent être posées, c'est-à-dire les hypothèses, donc la problématique après, hein, d'accord, la problématique, j'ai oublié de la mettre. Ensuite, les questions de recherche, les hypothèses. Ensuite, il faut rappeler votre spécialité, sciences du langage, sociolinguistique urbaine, etc. L'optique théorique. Les concepts clés, vous allez avoir recours à 2-3 concepts. Donc il faut annoncer dans l'introduction les concepts. Il ne s'agit pas de les détailler, de les expliquer, mais de les annoncer tout simplement dans cette introduction. Et ensuite, annoncer aussi quels sont vos outils méthodologiques, quels sont les outils auxquels vous allez recourir, ou bien annoncer le corpus s'il n'y a pas de travail sur le terrain, s'il n'y a pas une enquête sur le terrain, s'il y a seulement un corpus, donc dire quel est votre corpus. Le type d'analyse des données, une analyse qualitative ou bien quantitative, d'accord, et pourquoi. Et ensuite, la répartition du mémoire. Donc, généralement, c'est ce qu'on retrouve dans un mémoire, dans l'introduction à un mémoire de fin d'études. Alors, j'ai quelques vidéos sur YouTube où je détaille la rédaction de l'introduction, donc je vous mets le lien en bas. Alors, le chapitre théorique, ou le chapitre théorique, d'accord. Le chapitre théorique, c'est ce que je conseille aussi à mes étudiants à l'université de Mostaganem. Je leur propose de le concevoir en 2 parties. Le chapitre théorique en 2 parties. Une première partie dans laquelle il y a les données ou les informations contextuelles, c'est-à-dire les données sur le contexte de votre recherche. C'est quoi les données contextuelles? C'est des données historiques, sociologiques, culturelles, politiques, géographiques, juridiques, etc. C'est-à-dire, il s'agit de replacer le fait linguistique, le phénomène sur lequel vous travaillez, ou un événement discursif, il s'agit de le placer dans son contexte de production. D'accord? Donc il faut rappeler le contexte de production du phénomène que vous traitez. Alors, la deuxième partie
du chapitre théorique peut contenir ce qu'on appelle l'état de l'art, qu'on peut aussi diviser en deux parties. Dans la première partie de l'état de l'art, on doit parler des orientations théoriques, c'est-à-dire l'option théorique, le cadre théorique de votre mémoire et le détailler plus ou moins par rapport à l'introduction. Donc il faut rappeler la discipline, donner de brèves définitions, il faut être très bref là aussi, la présentation des concepts clés, la justification de l'emploi des concepts, pourquoi le recours à tel et tel concept par rapport à mon sujet. Et la deuxième étape de l'état de l'art, donc que contient le premier chapitre théorique, ça peut être la synthèse de travaux scientifiques sur la question ou sur le sujet. Donc, pour être plus clair, dans la première partie de l'état de l'art, on va citer les références, les grandes références, les travaux pionniers sur un sujet en définissant la discipline, dans des définitions théoriques. Et dans la deuxième partie de l'état de l'art, ça va être l'application de ces théories par des chercheurs qui ont travaillé sur un sujet comme le vôtre. Donc ça peut être 3, 4, 5 articles scientifiques que vous allez prendre et dont vous allez faire la synthèse. Alors là aussi, il y a une vidéo sur le sujet où je détaille la manière, donc comment lire les articles scientifiques, comment les synthétiser, comment les croiser, etc. Alors, maintenant, je passe au chapitre pratique. D'accord ? On a fini avec le chapitre théorique. Donc, je vous ai donné un modèle de chapitre théorique. Pour le chapitre pratique, c'est la méthodologie. Donc, la méthodologie, ça consiste en un ensemble de règles, d'outils, de démarches et de méthodes scientifiques qui sont appliquées à un champ disciplinaire auquel recourt le chercheur pour réaliser son étude. Donc, la méthodologie permet de recueillir des données, de recueillir du corpus, d'accord, de collecter le corpus. Alors, dans la partie ou dans le chapitre pratique, je vous propose de mettre un protocole d'enquête, d'accord, qui est une partie du mémoire de fin d'études que l'on situe donc dans la partie dite pratique ou dite empirique du mémoire, d'accord. C'est une partie dans laquelle le chercheur va énumérer les différentes étapes de sa recherche sur le terrain ou sa recherche à partir d'un corpus, d'accord. Il y a des étudiants qui ne travaillent pas forcément qui ne vont pas faire une enquête de terrain, mais qui vont travailler sur un corpus préétabli d'images, de documents officiels, etc. Alors, il explique l'étudiant ses choix méthodologiques aussi et les justifie, d'accord. Alors, le protocole d'enquête, là, je vous présente aussi une sorte de canevas. Qu'est-ce qui doit figurer dans le protocole d'enquête qui peut être le chapitre pratique, tout simplement, de votre mémoire. Il s'agit de présenter la recherche à nouveau. Donc, on est dans un exercice de reformulation. Parfois barbant, ennuyeux pour les étudiants, mais c'est ça un mémoire aussi, c'est ça la rédaction. Il faut toujours rappeler son sujet, rappeler sa problématique, rappeler ses objectifs, etc. Donc dans un premier temps, présenter la recherche, le sujet, rappeler la problématique et les questions de recherche, préciser les objectifs de l'enquête, parce qu'il y a les objectifs du mémoire qui sont plus globaux et il y a les objectifs de l'enquête qui sont spécifiques à l'enquête, ou des enquêtes, si vous menez 2 enquêtes. Il s'agit d'exposer aussi dans le protocole d'enquête, de développer et de justifier les choix méthodologiques, c'est-à-dire expliquer quel est votre outil méthodologique, questionnaire, logiciel, entretien, etc. Et rappeler les avantages et les limites de chaque outil méthodologique. Expliquer pourquoi, par exemple, vous allez recourir à une méthodologie intégrée, utiliser 2 méthodes d'enquête à la fois. Donc, il s'agit aussi de montrer l'adéquation de la méthodologie avec votre recherche, avec l'investigation, d'expliquer et d'exposer aussi les choix des conventions de transcription dans ce protocole d'enquête et de discuter de la démarche méthodologique. Donc, dans toute cette partie, on est dans la présentation de votre démarche méthodologique qui peut contenir ces points. Maintenant, pour la rédaction, vous devez aussi narrer le déroulement de l'enquête, raconter le déroulement de l'enquête. Votre expérience du terrain, elle est très importante, il faut la raconter, il faut en rendre compte, et c'est ça qui fait
l'originalité de votre travail. Parce qu'une des angoisses des étudiants, c'est de nous dire mon travail n'est pas original, il a déjà été traité, etc. Je ne sais pas quoi apporter de nouveau. Eh bien, ce que vous allez apporter de nouveau, c'est cette expérience sur le terrain. Parce que vous n'allez jamais recueillir les mêmes données que d'autres étudiants, que d'autres chercheurs, etc. Donc, il s'agit de narrer le déroulement de l'enquête, de présenter le terrain ou le corpus, donc le lieu de l'enquête, les sources de recueil des données, les informateurs, etc. Il s'agit de décrire les enquêtés, le corpus, le type de document sur lequel vous travaillez, justifier le type d'enquête, qualitative, quantitative, le type de questions ouvertes, fermées par exemple, le pourquoi de ce choix, leur pertinence, quelles questions je pose pour avoir quelle information. Donc toutes les questions que vous vous posez dans le questionnaire, dans les entretiens, c'est pour avoir quelle information. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte que cette question, elle est utile, elle est pertinente, ou elle ne l'est pas, et vous la supprimez, vous la remplacez par une autre. Alors, il s'agit de présenter aussi le matériel utilisé pour la collecte des données, dictaphone, je pense que la plupart recourent à des dictaphones pour le recueil des données pour l'enregistrement. Il s'agit de parler du paradoxe de l'observateur, si vous êtes en sciences du langage, donc votre expérience aussi de terrain avec les enquêtés, comment elle s'est déroulée. Il s'agit d'évoquer et de commenter aussi d'autres difficultés imprévues sur le terrain, problèmes d'obtention, d'autorisation ou autres. Il s'agit aussi d'analyser les données, traitement qualitatif, donc vers la fin, et il y a aussi une vidéo sur le sujet. Alors la conclusion d'un mémoire de fin d'études a pour but de répondre à la question principale. Donc on doit retrouver dans la conclusion la réponse ou les réponses à votre question. C'est une réponse à la problématique, elles sont plus, et aux questions de recherche qui sont posées au début de la recherche. Une conclusion, ce n'est pas un résumé, ce n'est pas le résumé de votre mémoire. Une conclusion, c'est d'abord un rappel du sujet, du contexte de la recherche. Donc, on est dans la reformulation. Il s'agit de rappeler les objectifs de la recherche, du mémoire. On est aussi dans la reformulation. Il s'agit de rappeler la problématique, les questions d'ordre de recherche, de rappeler les méthodes utilisées et faire la synthèse des principaux résultats obtenus. De mettre en valeur, de mettre en exergue les résultats que vous avez obtenus, c'est-à-dire les résultats de l'enquête que vous avez menée ou du traitement que vous avez fait, du corpus que vous avez collecté. Il s'agit donc de mettre en exergue l'intérêt de votre recherche, de vos résultats, aussi par rapport à ce qui a été fait jusque-là. Donc il s'agit aussi de comparer vos résultats à d'autres résultats déjà obtenus dans d'autres contextes, peut-être. Alors, il s'agit aussi d'essayer d'indiquer les limites de votre recherche, d'accord, d'expliquer brièvement pourquoi il y a eu des limites, quelles questions de recherche n'ont pas trouvé de réponse, quels aspects n'ont pas été traités ou n'ont pas pu être traités, n'ont pas été abordés, manque de temps, manque d'espace, etc. Est-ce qu'il y a des éléments qui n'ont pas été suffisamment analysés et pourquoi? Quels sont les nouveaux éléments qui sont apparus que vous n'aviez pas prévus au départ? Est-ce que vous les avez traités? Est-ce que vous avez traité d'autres aspects? Donc il s'agit de réfléchir un peu sur les résultats que vous avez obtenus, mais sur le traitement que vous avez fait de ces résultats. Alors il faut conclure on peut conclure avec une ouverture, un élargissement des perspectives de la recherche, poser de nouvelles questions, interroger d'autres terrains, d'autres contextes. L'élargissement peut être théorique ou empirique, c'est-à-dire on peut se poser des questions d'ordre théorique, mais aussi d'ordre empirique relevant de questions méthodologiques, ou les deux à la fois, pourquoi pas. Les réponses ouvrent toujours d'autres perspectives, cela prouve que vous êtes capable de réfléchir, d'accord, de réfléchir à votre travail, à votre sujet, et aussi à vous projeter dans le domaine de la recherche. Alors, les annexes sont des documents complémentaires, c'est des textes officiels, ça va être des captures d'écran, des questionnaires, des images, transcription des entretiens, tableaux, cartes, illustrations, etc. Les annexes, vous les mettez à la fin donc, du mémoire ou à part, carrément. Il s'agit de classifier et d'ordonnancer aussi les annexes. Les annexes permettent de montrer, de garantir l'authenticité de votre travail, qu'il est original, que c'est vous qui l'avez fait. Elles garantissent donc l'originalité du travail. Elles renferment l'intégralité des données recueillies. Par exemple, vous avez des entretiens d'une heure et demie, mais dans le mémoire, vous allez prendre que quelques extraits que vous allez analyser. Mais l'intégralité de l'entretien,
on doit pouvoir le retrouver dans les annexes pour avoir une vue d'ensemble, pour vérifier des éléments, etc., que ce soit les évaluateurs ou le futur lecteur de votre mémoire. Donc ça permet donc au lecteur d'apprécier donc l'étendue de votre travail, l'importance de votre travail, et ça permet aussi à d'autres chercheurs d'exploiter aussi votre corpus en vous citant, parce que le corpus aussi c'est un travail de recherche, de collecte, etc. C'est un travail personnel, et donc c'est aussi un élément du mémoire qui peut être cité dans d'autres travaux. Et tout au long du mémoire, on va faire des renvois aux annexes, par exemple, voir annexe 1, voir annexe 2, figure telle et telle. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je reste à votre disposition pour d'éventuelles questions. Merci, Madame Tissachet.